Puis là, vous avez aussi amené ça un petit peu plus loin sur les seniors. Parce que ça, c'est un autre élément, je pense, qui est moins populaire parce que les gens ne veulent pas vieillir. Voilà. Ils ne veulent pas être étiquetés seniors ou personnes âgées. Mais notre corps, qu'on le veuille ou non, prend de l'âge, vieillit, et il faut vraiment l'adapter, en prendre encore plus soin. Puis le yoga, encore une fois, peut nous aider à ça. Bien sûr. Alors, j'ai suivi ma propre chronologie. Voilà, c'est un petit peu. Mais dans mon dernier livre, donc, on m'a demandé un livre sur les seniors, mais il fallait pas que ça parle de seniors. Voilà. Hein. C'est comme le livre sur le périnée, on ne peut pas montrer le périnée quand même. Hein. On reparlera de ça. Et donc, les seniors, ils n'ont pas voulu que dans le titre, il y ait le mot senior. Parce qu'il y avait des gens dans la maison d'édition qui se sentaient concernés. Puis il s'appelle l'éloge de la maturité. Voilà. Mais quand on tape sur Internet senior, il ne sort pas. Ah. Et du coup, il faut savoir que l'éloge de la maturité, il y aura des exercices pour les seniors adaptés aux seniors, pour pas qu'ils se fassent mal à l'épaule, à la hanche, toutes ces articulations qui ont porté pendant des années, qui ont souffert de gestes répétitifs. Bon, c'est pas tout neuf, hein, c'est l'usure, normal. Hein. C'est pas comme le bébé tout neuf qui sort. C'est ça, et c'est normal. Oui. Ça, c'est une Québécoise qui m'a dit un jour, tu sais, il faut que je fasse quelque chose là, parce que, en fait, le moteur ça va, mais la carrosserie ça commence à rouiller. Donc, et le chauffeur va très bien. Oh, le cœur, l'enthousiasme, l'envie de faire, ça va. Mais il faut ravaler un peu la carrosserie. Et en fait, bon, donc il y a des choses inévitables, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, on a besoin de lunettes à un moment donné, pas tout le monde, mais grande majorité. Peut-être les oreilles aussi, ça affaiblit un peu. C'est normal, c'est normal. Les articulations sont un peu mobiles, plus fragiles. Voilà. Et donc, je dis, c'est vraiment dommage que ça fasse peur, ce mot. Alors, des fois, je dis, ce livre, je dis, on est peut-être pas, vous êtes peut-être pas senior, mais il y a plein de futurs seniors. Et il vaut mieux être futur senior, parce que sinon, ça veut dire qu'on est mort jeune. Hein. Voilà. Donc, si on ne veut pas mourir jeune, il faudra vieillir. Et s'il faut vieillir, il faudrait essayer que ça soit un plus. Je n'ai pas lu ce livre. Oui. Qu'est-ce que vous abordez? Est-ce que vous abordez l'aspect physique, évidemment, mais l'aspect créatif, l'aspect sagesse? Voilà, c'est ça. C'est ça. Hein? On a tous été jeunes. Oui. Donc, théoriquement, on devrait comprendre les jeunes. On devrait. Et pas dire à les jeunes. Ah, mais dans mon temps, c'était pas comme ça. Ok, mais c'est vrai, c'était pas comme ça. Et oui, c'est pas comme ça. Il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas. Grâce à nous, là je me mets comme si j'étais une senior, mais grâce à nous, tout ça a évolué. Mais donc, je prends tout ce qui est sociétal quand même, parce que, en gros, hein, les seniors d'aujourd'hui, c'est un peu les post-68. Mm-hmm. Et malgré tout, on a cru que 68 c'était juste un peu la fiesta au mois de mai, mais ça a révolutionné tout, plus que toutes les guerres et les révolutions. Toute la conception de la famille, de la procréation, tout ce qu'on voit aujourd'hui, tous ces gens qui, à la limite, sont libérés, mais qui veulent quand même se marier parce que il faut faire comme tout le monde, mais ils veulent être libres, mais c'est quoi? Et qui veulent des enfants, donc finalement, quoi? Oui, tout a changé, mais rien n'a changé. On est toujours quand même avec les mêmes espoirs, les mêmes envies, voilà, et les mêmes cœurs, voilà. Oui. Et donc, finalement... Les mêmes besoins aussi, les mêmes besoins d'amour, de connexion. Tout est avec un autre éclairage, mais toutes les évolutions sociales... Le fond de l'humain n'a pas changé, mais la société s'est adaptée tout d'un coup, adaptée ou en tout cas a évolué tout d'un coup très vite. Et c'est ça qui fait un peu
de gros clivages, quoi. Elle avait parfois la difficulté de se comprendre. C'est pas continu. Ça a été vraiment une grande césure. Je dis dans ce livre qu'on a eu la chance, ma génération, que nos parents, au lieu de rester dans la lignée d'habitude, hein, t'es notaire, tu seras fils de notaire, tu seras notaire, tu hériteras, tu es boulanger, etc. Et on restait dans son village et on ne sortait pas, etc. Enfin, tout a explosé, mais nos parents ont pu peut-être supporter ça, c'est-à-dire la libération sexuelle, que les filles portent des pantalons de montant. Qu'elles travaillent, qu'elles fument, ce qui n'est pas forcément ce qu'on a fait de mieux, mais voilà. Hein. Et pourquoi? Parce que, enfin, en tout cas en France, mes parents ont vécu la guerre. Et ils ont fait un peu, il y a la vie qui est importante. Ils ont eu des privations, ils ont eu des choses très très dures. Donc, allez, ils étaient prêts à nous laisser vivre, profiter. C'est touchant ça. Oui, parce que je pense qu'autrement ça aurait été difficile pour eux. Mais je vois même ma mère et tout. Ben oui, allez-y, profitez, vous vous rendez pas compte la chance que vous avez. Pas de carence, pas de guerre, pas de peur de l'avenir. Allez, voilà, voyagez, choisissez vos métiers, allez voir ailleurs. Et c'est pas tous les parents qui ont été comme ça, mais quand même, je pense que ça a été possible un peu à cause de tout ça. Enfin voilà, j'évoque un peu tout ça, et qu'on va vivre longtemps, très longtemps, et qu'il ne faudrait pas qu'on devienne juste une charge pour les plus jeunes. Parce que là, c'est insupportable. On a eu beaucoup de chance. On n'a pas connu la guerre. On n'a pas connu les carences alimentaires. Mais on a mangé très sain. Parce qu'on n'avait pas... C'était comme ça. Il n'y avait pas de congélateur. Il n'y avait pas de conservateur. On n'allait pas acheter des ananas et des fraises à Noël. Parce que voilà, c'était encore la culture, les poulets qu'on élevait, bon. Et donc, ma mère me disait toujours, toute petite, c'est maintenant que tu fais ta santé pour la vie. Quelle sagesse! Oui. et donc, on a mangé que des trucs naturels, de saison, voilà. Et on a connu en même temps les débuts des antibiotiques. Oui. Ce qui fait qu'avec, c'était miraculeux, puisqu'on n'avait pas du tout, on n'en avait pas du tout dans le corps. Donc, c'est comme quand on va en Afrique, un cachet d'aspirine, ça fait des miracles. Oui. Et les premiers vaccins, quand même, la poliomyélite, ça a existé. Le tétanos, ça a existé, ça a tué plein de gens. Fini, tout ça, fini. Donc, on a eu énormément de chance. Je dis que cette chance, il faut qu'on la partage avec nos enfants, nos petits-enfants, parce que ils n'ont pas forcément les mêmes chances. Et je pense il faut... D'accord, il faut profiter, mais il faut aussi peut-être se rendre compte qu'il faut partager. Et ne pas être une charge pour eux, pour qu'eux aussi puissent vivre leur vie et vivre leurs rêves. Et oui. Et donc, qu'est-ce que vous proposez pour, appelons-les les seniors? Ouais. les futurs seniors, parce que ça se prépare. Oui, donc ça c'est pour moi, futurs seniors. Donc ça se prépare. Et beaucoup justement, seniors de mon âge, ceux qui vont pas bien, parce que je pense que globalement, on va vivre vieux. Oui, je pense que oui. C'est notre génération qui va vivre peut-être le plus vieux, pour toutes ces raisons. Premiers antibiotiques, premiers vaccins, mais manger nature, pas de contraintes, pas de panique, pas de stress. Quand on était jeune, il y avait le plein emploi, il y avait... Voilà. Donc, les jeunes ont beaucoup de stress, beaucoup de problèmes comme ça, et on va vivre, et ceux de ma génération qui ne vivent pas vieux, très souvent, c'est parce qu'ils ont fait quelques erreurs dans la gestion. La drogue, les débuts de la drogue. Parce qu'il y avait aussi ça, c'était aussi ces débuts-là. Oui, voilà.
la drogue facile, j'entends, enfin, voilà. Banalisée. Et puis, peut-être, la contraception qui nous a amené quand même à peut-être des conduites à risque, peut-être des avortements à répétition parce qu'un peu facile. Je suis pour l'avortement, je ne suis pas contre l'avortement, je ne suis pas pour c'est évident, on ne peut pas être pour l'avortement, je ne suis pas contre. Mais de là à le faire trop facilement, on ne se rend pas compte que ça peut mettre en danger quand même un avenir. Enfin, je pense que il y a eu des erreurs faites et qu'il faudrait éviter de les faire chez les jeunes. On ne peut pas tout changer, mais voilà, profitons de nos erreurs pour aussi... De notre sagesse, pour la partager avec eux. Et donc, ça se prépare d'être senior. Par exemple, comment on prépare? Eh bien, peut-être justement en pensant à l'avenir, pas seulement au présent, mais à l'avenir. Et c'est très yogi. Dans le yoga, la personne, et dans les traditions, les personnes plus âgées sont des sages, sont respectées. Il y a une valeur donnée à l'âge. Mm-hmm. Et dans le yoga, il est dit que c'est quand on a fini finalement de payer son tribut à la société qui nous a permis de vivre, etc. On finit de travailler au sens retraite, quoi, retraite du job. Travail, ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas de contribuer. Mais le job, qu'on a fini d'élever ses enfants, peut-être à ce moment-là, on peut commencer à vivre pour soi, mais pas pour soi simplement égoïste, mais pour son être. On peut se mettre à s'occuper de vraiment plus ce que je suis profondément, ce que je veux être. Et c'est plus le challenge, prouver, je suis la meilleure ici, je suis voilà. Donc c'est un peu en termes d'héritage, qu'est-ce que je veux laisser derrière moi, qu'est-ce que je veux laisser à la société, qu'est-ce que je veux laisser à ma famille. Ce que je suis, ce pourquoi je suis venue au monde, je crois à ça, je ne suis pas croyante d'une religion, mais c'est trop impossible d'imaginer que je suis là que par hasard et pour faire petit truc et partir. Quelle est ma mission de vie et m'assurer que je la complète. J'ai une mission, mais pour ça j'ai eu des atouts. Chacun a des atouts, hein, et est-ce que je peux les faire fructifier? Parfois j'ai pas pu parce que là il fallait d'abord que j'assure le quotidien, la survie, voilà. Ce qui était correct. Et maintenant je peux aller dans les choses essentielles de moi et développer cet essentiel de moi. C'est pas égoïste, c'est pour que voilà, il reste l'essence et peut-être un modèle. Alors un modèle pas au sens modèle comment dire modèle absolument à suivre dans les règles, mais plutôt une inspiration pour les autres. Et puis et puis je pense que si on est serein face à la vieillesse et la mort, c'est rassurant pour les autres. Et c'est en ce sens que moi j'ai eu la chance d'avoir des modèles, mon grand-père qui est mort dans mes bras, tellement serein, c'était son temps, que voilà, ça m'a donné moins de peur de la mort, même si, enfin, récemment j'ai fait un entretien avec un monsieur très très connu, monsieur Capangi, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit, un anatomiste français qui a écrit le premier, l'anatomie du mouvement, enfin, qui est très vieux, et on lui disait, monsieur Capangi, est-ce que vous avez peur de la mort? Il disait, non, être mort, la mort c'est un sommeil sans rêve. Mais quand je dors, je suis bien. J'ai pas peur de la mort, j'ai peur de mourir. Comment ça va se produire? Le processus pour et que surtout, ça se produise. avec de la douleur, avec de l'angoisse, ça oui. Bon, je suis pas meilleure qu'une autre. C'est vrai que pour moi, la mort, c'est dormir, ben, c'est très bien. Mais j'aimerais vraiment partir sereine.
Et si possible, sans trop souffrir quand même, parce que je n'ai pas envie de souffrir, personne n'a envie de souffrir. J'ai lu récemment justement les 5 endroits sur la Terre où on vit le plus longtemps. Dans les choses qui étaient communes pour elles, c'est que ils étaient très actifs d'abord, ils avaient beaucoup de conscience corporelle, de conscience spirituelle aussi, si on veut, de ce qu'ils avaient besoin d'ajuster au quotidien pour pouvoir bien vivre. Mais c'était des gens qui mouraient rapidement. Donc, qui vivaient bien très, très, très longtemps. Et là, tout d'un coup... Ça s'éteint. C'est tout. Ouais. Ça dégénérait rapidement. Puis il n'y avait pas ce processus long et ardu comme on connaît dans notre société occidentale, où on est malade pendant des dizaines d'années. Mais eux, c'était « s'arrête ». Mais avant, ça allait bien très, très, très longtemps. Donc, dans le yoga, on nous dit qu'il faut essayer de préparer pour arriver en forme physique. Oui. Au moment où on va pouvoir donc s'occuper de ça, de soi, de son être, et que c'est pas à ce moment-là qu'il faut essayer de... c'est un peu tard. Oups. C'est un peu tard. Enfin, ça peut le faire quand même, mais... Et que si on se prépare à rester physiquement en état, que le corps ne soit pas l'empêcheur d'exister, ben c'est bien. Et je pense que l'avantage du yoga, c'est justement que ça devrait nous donner, dans le temps où on est jeune, de l'équilibre et pas de l'excès. Comme le sport, les sportifs vieillissent mal, très mal. Oui. Ils se sentent mal parce qu'ils sont cassés, ils ont mal partout et qu'ils se sentent dévalorisés puisqu'ils ne peuvent plus faire ce qui a fait leur gloire. Oui. Tandis que si on se dit qu'on reste le plus possible dans l'équilibre, pas dans la performance, mais pas dans le laisser aller, on entretient la machine dans un rythme de base et pas forcer le rythme et pas voilà. Oui. À ce moment-là, quand on va arriver au moment où on peut s'occuper de son être profond, le corps ne va pas nous empêcher, ne va pas nous trahir, parce que beaucoup de gens ne peuvent pas arriver à vraiment cette liberté de penser, d'exister, de spiritualité, parce que le corps domine la maladie, la douleur, le quotidien, et ça, on y peut, enfin, un peu, parfois on n'y peut rien, parfois on n'a pas de chance, et c'est terrible. Donc, se préparer à l'avance le plus tôt qu'on peut. Se préparer, ça veut dire j'essaye de maintenir quelque chose dans un rythme logique, biologique. Je respecte ma machine. Moi, souvent, je recommande aux gens de faire 10 minutes de yoga par jour. 10. Et juste de commencer à inclure ça, ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au corps. Et c'est souvent un premier pas que les gens vont faire pour prendre soin un peu plus d'eux en alimentation, bouger un peu plus, faire des promenades. Donc, c'est un premier pas qui se produit, juste le premier 10 minutes. Oui, puis souvent, une fois qu'on a commencé... On veut plus arrêter. Voilà. On est... ça fait tellement bien! Mais ça, on le dit pas trop, parce que là, les gens se disent, est-ce que j'ai vraiment 1 heure aujourd'hui? On commence par 10, puis on voit où ça nous mène. C'est ça. Et puis, pour moi, le yoga, c'est le quotidien. Oui. On devrait être en permanence dans cette juste mesure, dans ce geste juste, dans cet équilibre, vraiment autant qu'on peut en permanence, parce que si on va faire 1 heure de yoga magnifique, merveilleux, et qu'après le reste du temps c'est... Ou encore qu'après ça va pas bien avec les enfants, ou avec le conjoint, ou avec nos relations. Voilà. Alors ça, on ne peut pas toujours gérer, mais au moins gérer ce qui est gérable, c'est-à-dire le côté mécanique des choses. Être bien debout, bien assis, bien couché, bien... Voilà. Et actuellement, il y a quelque chose de très tendance, entre guillemets. Quoi donc? La pleine conscience. Moi, ça m'étonne, ça. Que ce soit tendance. Pourquoi donc? Parce que ça devrait être de tout le temps. Oui, mais c'est un superbe premier pas. Non, mais on vient de le découvrir. Oui, tant mieux. Non, mais tant mieux. Je veux dire, bon... Mais c'est qu'en yoga, on est déjà dans cet élément de pleine conscience. Ça, on est là, on sait ce qu'on fait, on cherche à ce que... Voilà, on ajuste le mental, le physique, mais en tout cas, on ne fait pas un geste sans théoriquement, sans être là.
Oui. Bon. Et donc c'est pour ça que je dis, bon, ouais, bon, d'accord. Je veux dire, quand on voit un enfant qui fait quelque chose, il est là, complètement, quoi. Vraiment dans son geste. Et nous, quand on était enfant, on était comme ça. Ouais. Comment on peut retourner à cette innocence? En tout cas, être cette présence. Oui. Et au lieu d'être toujours en train de penser à d'autres problèmes, bah oui, mais ça ne les résout pas, les problèmes. Alors, fais un break, c'est aussi bien. Alors, c'est facile à dire, hein, c'est facile à dire. Quand on a des vrais problèmes, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Mais le yoga, c'est une école de ça, de dire, on va un peu, on va poser, et on va être là, on va être là. Et qu'est-ce que vous diriez? Et puis le yoga, pour moi, c'est quelque chose qui pratique quand même. Besoin de rien, un petit bout de tapis, et même pas. Des fois, c'est dans mon lit imaginaire. Voilà. Dans le lit, Apanasana, Dieu des vents, respiration abdominale. On peut visualiser, on peut faire des gestes sans bouger. Oui. Donc, même le jour où je peux plus bouger mon bras, je peux continuer à bouger mon bras. Enfin, et je peux faire du yoga jusqu'au dernier souffle. Et ça, ce qui est intéressant, il y a des études qui ont été faites justement sur les gens qui font déjà du yoga et de la méditation avec des électrodes. C'est ça, des électrodes, et de voir l'activité du cerveau, que la personne fasse le vrai geste ou qu'elle fasse la visualisation du geste, ça stimule les mêmes zones dans le cerveau. Oui, oui. C'est phénoménal. Tout à fait. Alors, c'était connu un peu sur les muscles, les bras, les jambes. Oui. Bon. Et puis un beau jour, moi, je suis tombée dessus par hasard. Ça marche aussi pour les abdominaux. Et jusque-là, c'était pas étudié pour les abdominaux. Ok. Et je me suis amusée à faire imaginaire, oui. Des torsions, des mouvements sur les obliques, etc., que j'appelle imaginaire, c'est-à-dire pas de mouvement. Je visualise, je fais dans ma tête, je souffle, et je me suis amusée. J'essaye de valider un petit peu ce que je fais. Donc j'ai mis des électrodes, j'ai fait sur moi d'abord. Parfait. Et j'ai fait le vrai mouvement, et puis le mouvement imaginaire, rien ne bouge, j'ai plus d'activité quand ça bouge pas. Wow. Au niveau électromyographique, c'est pas dans le muscle. Oui. Et en revanche, on se fatigue moins. Parce que la jambe, au bout d'un moment, ça fatigue. Il y a le poids de la jambe. Donc le truc, c'est d'abord de pouvoir isoler ses muscles, de savoir quels sont les gestes à faire, les mouvements à faire. Et de les visualiser et de le faire sur l'expiration. Ça, c'est hyper important. Excellent. Et donc, par exemple, il y a des moments où on ne peut pas bouger. Bon, je suis dans l'avion, je suis un peu à mobilité réduite, comme on dit. Je suis avec le bébé au sein, pas trop gigoté. Mais je peux faire, quand même. Excellent. Et sans me fatiguer. Excellent. Donc on peut en faire beaucoup plus. Donc c'est votre vision du yoga partout. Oui. Partout, autant au niveau physique, la visualisation est très importante aussi. Et alors quand je regarde les pratiques sportives aujourd'hui, là je fais un peu vieux. Il y a une amie, il y a un sas. Mais enfin, tous les matins, il y a une nouvelle méthode. Oui. Et on regarde, on dit, oui, mais ça c'était déjà dans le yoga. Simplement, lui, il parle du petit orteil, l'autre, il parle de l'oreille, l'autre, il parle... Il était déjà là. C'est déjà il y a là. tout dans le yoga. Il y a tout. Il y a la méditation, l'hypnose, le travail des yeux, le travail des sons, les mudras. Le monsieur dont je vous parlais, monsieur Kapanji, monsieur, il dit, Jésus faisait du yoga. Vous savez, il me dit. Non, je ne suis pas connue vraiment, mais oui, il fait ça. C'est une mudra. C'est un mudra. Donc, il connaissait le yoga. Ouais. C'est un peu une boutade. Mais, oui, mais le yoga est partout. C'est un mouvement d'énergie. Donc, le bébé fait du yoga, bien sûr. Bien sûr. Oui, les bébés sont animaux, tellement présents. Sans qu'on puisse y mettre une conscience comme la nôtre, n'empêche, ils font parfaitement et on les imite. Oui, c'est ça, le cobra. Le cobra, le chien, le chat qui s'étire.
Oui. Et pour terminer cette magnifique entrevue, un grand merci. D'abord, on peut te rejoindre ici à l'Institut de Gasquet. Peut-être bientôt un peu plus sur Internet. Donc, dans les formations pour sage-femme, dans les formations pour médecins, pour professeurs de yoga, pour d'autres professionnels de la santé également, au minimum ici en France, dans d'autres pays également à l'occasion, aussi parfois au Québec. Oui, je vais au Québec. J'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de gens formés directement à la méthode au Québec, dans le monde du sport. J'ai fermé pas mal le monde des médecins, de l'accompagnement à la naissance, des infirmières, mais pas encore beaucoup le monde du sport. Le monde J'aimerais du bien. sport, OK. Ouais. Puis, juste avant qu'on termine, qu'est-ce que vous aimeriez partager d'important? Donc, peut-être un dernier mot, un dernier message, quelque chose qui te touche, que tu dis ça, je veux absolument le partager. Ah, c'est un peu difficile parce que je veux partager beaucoup de choses, mais On comprend ces 50 années de yoga. On en retire une pépite d'or brillante. J'aurais tendance à reprendre une phrase de mon professeur de yoga, Jacques Thiebaud, qui est décédé sans avoir rien écrit. C'est pour ça qu'on a écrit Yoga sans dégâts. Et il disait quelque chose qui m'a toujours marqué. Il disait, quand on part sans savoir où on va, et quand on arrive, c'est pas là. Finalement, si on n'a pas quelque part une quête, on sait un peu ce qu'on cherche, ce qu'on veut, ce qu'on est, alors on va peut-être le trouver, on va peut-être se donner les moyens et on va peut-être arriver à quoi? À soi. Le centre du mandala, c'est quand même soi. Et c'est pas que je me mets au centre du monde, mais si je suis pas centrée, je peux rien apporter. Et donc, il faut un peu savoir ce qu'on cherche, ce qu'on veut pas, et se donner les moyens d'abord de ce centre pour pouvoir diffuser, mais diffuser sans se perdre. Voilà. Excellent. Et je pensais à apporter de tout le monde, parce que tout le monde a un centre, tout le monde va pouvoir se trouver. Tout le monde a un diamant à l'intérieur de soi. Tout le monde a quelque chose d'unique. Unique. Oui. Un grand merci. Merci. Merci à toi. Namasté. 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 Et je vous rappelle que vous pouvez aller juste en dessous pour voir la méthode de Gasquet, l'original, l'authentique, avec Bernadette de Gasquet, et aussi des informations pour accéder à son site et suivre ses formations. Un grand merci. Et ce que je vous invite à faire, écrivez dans les commentaires ci-dessous. Qu'est-ce que Bernadette vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a touché particulièrement? Qu'est-ce que vous retenez de cette entrevue? Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Au revoir. Au revoir.